Je suis à l'équivalent de 610 ventes. Un montant de... Le montant, 123 millions. Boum. Je ne me voyais pas travailler en tant que salarié ou autre. Je me suis dit, bon, je suis jeune, j'ai de la fougue, je voulais vraiment tenter. Et j'ai essuyé que des refus. Que des refus. Ce qui est fou, c'est que tout le monde t'a fermé les portes. Mais aujourd'hui, moi je le sais, je suis bien placé pour le dire, tout le monde aimerait t'avoir dans son agence. T'es quand même l'agent qui fait la différence dans ta manière d'être, dans ta manière de communiquer sur les réseaux sociaux, les vidéos que tu peux faire, ton humour et puis ton réseau, ton travail professionnel qui mérite d'être souligné. C'est un paradoxe pour un agent immobilier qu'on lui ferme les portes. Ah ouais, c'est vrai. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast 100% dédié à l'immobilier. Dans ce podcast, on va parler IMO, on va parler invest, on va parler rendement, on va parler opportunité. On est principalement basé en Belgique et plus particulièrement dans le Hainaut à Mons. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mousse, votre agent immobilier montois. Il vous le dira. Avec Mousse, on va parler de son parcours. On va parler de comment il a commencé ses premiers pas dans l'IMO en tant qu'agent immobilier ici à Mons. Ensuite, il va parler de son parcours en tant que jeune investisseur à Mons avec un bon patrimoine aujourd'hui d'un peu plus d'1 million d'euros. Je pense, en tout cas, il va nous le confirmer plus tard. Et puis, il va nous parler du marché immobilier de manière générale ici à Mons et dans le Hainaut. Qu'est-ce qu'une bonne opportunité? Comment la flairer? Comment la mesurer? Et tous les petits points auxquels on doit faire attention si on veut investir en immobilier. Mousse, bonjour. Bonjour Fabio. Comment vas-tu? Super, la forme et toi? On peut se checker? Ouais, bien sûr. Voilà, écoute Mousse, c'est un plaisir de t'avoir sur ce premier podcast. On peut le dire, c'est le premier épisode qu'on tourne ici pour la chaîne Imo Passion. On se connaît depuis un bon petit bout de temps, quand même un peu plus de 10 ans je pense. Yes. On a eu l'occasion de travailler ensemble, j'ai eu l'occasion de travailler pour toi dans différentes agences. Tu as eu l'occasion de travailler pour moi dans mes différentes opérations immobilières. Aujourd'hui, on bosse encore ensemble et ça me tenait tout particulièrement à cœur de t'avoir ici dans ce podcast parce que tu as cette expérience et cette expertise au niveau du marché local et c'est tout ça que je veux qu'on va aborder dans cet épisode. On va commencer par tes premiers pas dans l'immobilier. Comment tu as commencé? Comment tu es tombé dans l'immobilier? Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était une obligation? Est-ce que c'était tes études? Pourquoi tu as choisi ce domaine de l'immobilier? Ensuite, on va parler en tant qu'investisseur immobilier. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as 30, 31 ans. 31, ouais. 31, tu as investi quand même assez bien pour ton âge. Tu te constitues un bon patrimoine au fur et à mesure du temps. Tu es indépendant, salarié, tu n'as qu'un seul business, c'est celui d'agent immobilier. Et ensuite, on va parler des différentes choses à savoir, des différentes choses qui est bon de savoir pour l'immobilier à Mons. Mousse, je te laisse te présenter qui tu es, ce que tu fais. Voilà, comme tu le sais, c'est Mousse, Mustapha. Donc tout le monde m'appelle Mousse dans la région, beaucoup plus simple, je pense pour tous les Mustapha. Et donc ouais, je suis agent immobilier. Ça fait maintenant un peu plus de 8 ans que je suis dans le circuit. Comment j'ai commencé? J'ai commencé tout simplement durant un stage en fait de 6e secondaire. Donc on avait le droit, j'étais aux Ursulines de Mons. Donc on avait le droit entre 2 stages, un en début d'année et un voire fin d'année, d'une semaine, vraiment un stage d'observation et voir ce qui pourrait nous plaire pour nous aiguiller en fait dans nos études supérieures par la suite. Et ce qui était pas mal. Et donc, pendant mes études, j'ai toujours été, intéressé par le côté médical, donc tout ce qui est médecine et autres. Et j'étais vraiment attiré par la voie, qui est peut-être une blague aujourd'hui, du dentiste. Okay. Donc, j'ai fait un stage d'1 semaine chez un dentiste. Et ça n'a vraiment pas ressemblé à tout ce que je m'imaginais. C'était être le nez dans la bouche de quelqu'un. En plus de ça, j'étais avec un dentiste malheureusement malheureusement non, mais qui exerçait, je veux dire, dans un hôpital. Donc il avait tout type de clientèle. Et donc, et c'était vraiment redondant, récurrent, monotone pour ma part. Et voilà, c'était vraiment pas l'idée que je m'étais faite. Ça ne plaisait pas quoi. Ouais. Deuxième stage que j'effectue, ça je le fais chez un agent immobilier parce que voilà, je te raconterai le pourquoi je me suis dirigé vers ce métier d'agent immobilier. J'ai fait mon stage donc dans cette agence et là, coup de cœur. Enfin, c'était inexplicable, c'était une rencontre inévitable.
je suis vraiment tombé amoureux de vraiment toutes les parties de ce métier. Ok. Après, certes, je pense que le directeur m'a montré également toutes les bonnes choses du boulot et que par la suite, j'ai seulement vu les côtés, enfin, entre guillemets, les inconvénients du métier. Mais honnêtement, oui, c'était waouh, c'était inévitable pour moi. Ok, donc pour toi, voilà, tu as fait ton premier stage en tant que dentiste. Donc tu te cherchais en fait un petit peu. Exact, ouais. En tant que stagiaire, tu n'avais pas trop bossé. Et puis c'est quoi? C'est par hasard ou tu as choisi toi-même volontairement d'aller dans une agence immobilière? Ben, l'agence immobilière, en fait, ça remonte à beaucoup plus loin, on va dire. J'ai mon père qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, donc qui avait toujours ce rêve de nous dire ben, je bosse, je travaille, c'est pour après pouvoir offrir, je veux dire, un bien à mes enfants, donc leur laisser quelque chose après moi. Et malheureusement, la vie a fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc inconsciemment, je pense que voilà, je me suis dit, je vais continuer ce que lui voulait, voulait arriver et voulait nous offrir. Et donc voilà, j'espère que voilà, à travers moi, ben voilà, j'ai pu le rendre fier et réaliser ce que lui n'a peut-être pas réussi à faire. Mais tu vas nous parler justement de toutes ces réalisations après dans ton parcours. Donc tu arrives comme stagiaire dans cette agence immobilière et là tu trouves ta destinée, c'est pour toi, tu as le coup de cœur pour ce métier. Parle-nous un petit peu de ton parcours en tant qu'agent immobilier, justement. Peut-être qu'on peut citer des noms dans les agences pour lesquelles tu as travaillé. Je vais te le laisser dire toi-même, c'est une franchise quand même qui est assez connue en Belgique. Comment tu as commencé? Et puis explique-nous un petit peu tout ton parcours de fil en aiguille et jusqu'à aujourd'hui avec ta casquette d'agent immobilier. Explique-nous un petit peu tout ce parcours si tu veux bien. Ouais, donc quand j'ai commencé, c'est aussi assez marrant ça, il faudrait que je l'explique. Donc j'ai fait des études justement après d'immobilier gestion foncière, donc un bachelier. C'est vraiment des études purement théoriques, donc on n'a pas de terrain. Donc à la base c'est plutôt destiné pour après travailler, je veux dire comme expert immobilier, expert judiciaire, enfin voilà, pour travailler je veux dire vraiment dans le côté purement expertise plutôt que la partie agent immobilier. Et donc, je suis sorti tout fier avec mon diplôme, je veux dire, après mes études. Et j'ai commencé forcément à rechercher un job parce que je ne me voyais pas travailler en tant que salarié ou autre. Je me suis dit, bon, je suis jeune, j'ai de la fougue. Le stage que j'avais fait, il m'avait super plu. Donc, why not, pourquoi pas commencer comme agent immobilier et voir si ça me plaît. Maintenant, si ça ne me plaît pas, ben voilà, je me redirigerai vers un bureau d'expertise ou autre. Par la suite. Mais je voulais tenter, je voulais vraiment tenter. Et donc voilà, je me suis lancé, j'ai commencé à toquer à la porte de différentes agences. J'ai été, pour pas citer, j'ai été vraiment dans les piliers, toutes les agences qui ont pignon sur rue dans la région. Et j'ai essuyé que des refus, que des refus. Ah ouais? Je jure. Personne ne te voulait? Ben, me voulait, je sais, oui. Manque d'expérience. Ils ne connaissaient pas mes études, donc parce que généralement, en fait, ici, c'est les agents immobiliers, c'est beaucoup des formations IFA PME. Bon, c'est beaucoup plus léger que les études que j'ai pu faire, mais moi, c'était des nouvelles études, donc c'est ça. Personne ne les connaissait spécialement dans la région. En fait, ce qui est fou, c'est que tu viens de dire que tout le monde t'a fermé les portes. Yes. Mais aujourd'hui, moi, je le sais, je suis bien placé pour le dire, tout le monde aimerait t'avoir dans son agence. Ouais, je pense. Tu es quand même l'agent qui fait la différence. Ici à Mons, dans ta manière d'être, dans ta manière de communiquer sur les réseaux sociaux, les vidéos que tu peux faire, ton humour et puis ton réseau, ton travail professionnel qui mérite d'être souligné. Donc là où il y a quoi, 7-8 ans, 8 ans. Personne ne te voulait, tout le monde te fermait les portes. Aujourd'hui, tout le monde t'appelle et tout le monde te veut dans son agence. Ouais. Et qui t'a... Ouais. C'est un paradoxe pour un agent immobilier qu'on lui ferme les portes. Donc, Ah ouais, c'est vrai. Et qui t'a ouvert la porte en premier? Écoute, c'est une franchise, comme tu disais, très connue, Century 21, donc Maximo pour la citer. Donc c'est vraiment la première agence qui m'a donné ma chance. Ma chance, après, honnêtement, sans mentir, au moins dire au refus. Alors que ce qui est fou, c'est que c'est un métier d'indépendant. Donc, tu n'es pas payé tant que tu ne ramènes pas. Mais c'est qu'on n'a même pas su me donner, en fait. Est-ce que tu penses que ta couleur en a joué pour quelque chose, ton nom a joué pour quelque chose, en étant honnête? Indirectement, je vais dire que oui. Et je vais dire aussi mon apparence. Ouais. Mon apparence, autant, je vais dire, bon, je vais pas tomber dans les amalgames et la facilité. Il faut être honnête, et la facilité, certes.
Je pense que je démarrais peut-être avec un petit handicap. C'est pas ça qui a forcément joué, mais je faisais également jeune. Donc il y a 7-8 ans, j'avais pas de petite barbe, j'avais pas de moustache, j'avais rien du tout. Donc en termes de crédibilité sur le terrain, je tombais je le vois maintenant, je tombe face à des personnes qui ont 50 ans, le bon père de famille, grisonnant, qui inspire la confiance. Et là, à côté, vous allez voir le petit mousse black, plein de fougue. Les gens qui vendent, les primo-vendeurs pour moi, les gens qui vendent pour la première fois, c'est humain. On va aller rechercher, entre guillemets, ce qu'on connaît, oui, mais ce qui semble le plus normal. C'est ça. Alors que moi, je pense que, je suis un peu comme un petit ovni dans le réseau des agents immobiliers. Et je veux dire, vous dites mousse. Vous savez qu'il n'y en a pas 10, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et tu dégages une telle énergie, on peut voir ça sur les réseaux, pour ceux qui te suivent principalement sur Facebook, tu communiques. Tu as cette vidéo où tu n'as pas peur de te mettre en scène, de danser lors d'une visite immobilière, etc. D'où te vient cette énergie? D'où te vient ce sans-gêne, entre guillemets? Parce que finalement, c'est... Allez, on fait une vidéo où on présente un bien immobilier, on est censé être sérieux, droit, carré dans ses bottes, etc. Et toi, tu arrives un petit peu avec tes pas de danse, avec ton humour comme ça. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. Et c'est pour ça que les gens te connaissent. Alors attention, quand on ne connaît pas du tout, et on l'a déjà vu dans des discussions avec d'autres investisseurs qui je t'ai présenté, on peut se dire mais c'est qui ce petit rigolo là en fait, tu vois? Mais ça plaît énormément, je pense que c'est aussi pour ça que les gens te suivent et que les gens t'apprécient. D'où vient un petit peu cette folie comme ça Toi qui me connais un peu, tu sais que dans la vie de tous les jours, j'ai la joie de vivre. Pour moi, un jour où tu te lèves pas avec le sourire, c'est un jour qui est raté. Donc, et dans mon boulot, je pourrais même pas dire un boulot, c'est plus de la passion en fait. C'est de la passion. Et en fait, quand tu aimes ce que tu fais, c'est facile. C'est facile. Et après, je déteste faire comme les autres. C'est un peu mon slogan aussi. C'est ça. J'ai horreur de reproduire les mêmes choses qui sont déjà là. C'est ça. J'aime innover et j'aime apporter une touche. Une touche qui fera que parmi la vague peut-être d'agents immobiliers qu'on est, on se souviendra de moi. On se souviendra de moi, oui, parce que je vous ai peut-être fait rire, parce que je vous ai mis à l'aise pendant une visite, parce que j'ai pas été, entre guillemets, comme on dit, prout-prout avec vous, à me tenir comme ça et voilà, être vraiment, je veux dire, très, très, entre guillemets, froid, c'est un grand mot, mais voilà, c'est vraiment pour casser les codes. Moi, je pense qu'on peut être très, très professionnel sans pourtant, je veux dire, être conventionnel en soi, rester dans des codes qui, au final, je veux dire, vont juste mettre une barrière entre vous et le client. Moi, j'ai envie que la personne qui me regarde, elle se dise, j'ai l'impression de le connaître. C'est ça. Et voilà, ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et voilà, la passion, un agent passionné. immobilier, pas comme les autres surtout. Et c'est pour ça qu'il est sur Imo Passion, parce que c'est un agent passionné. Mousse, aujourd'hui, tu as commencé par bosser pour l'agence Century 21, Maximo, pour ne pas la citer. Ensuite, tu es parti chez Alpimo. Yes. Donc, chez Aldo Zambito, à qui on doit énormément de respect quand on parle d'immobilier ici à Mons, qui est une très très belle personne si elle nous écoute. Ça fait combien d'années maintenant que tu es chez Alpimo? Chez Alpimo, maintenant, ça va, on va bientôt arriver aux 6 ans. 6 ans. 6 ans. La première question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi ne pas créer ta propre agence immobilière? C'est vraiment la question qu'on aurait tendance à se poser directement. Mousse, il est là, il est en place, il a sa clientèle, il a ses connaissances, il a son réseau, il a ses compétences. En fait, Mousse, il a tout pour lancer son agence. Pourquoi tu ne lances pas ton agence immobilière? Écoute, je t'avoue, ça c'est la question, je pense qu'on me dit 3 fois par jour. Okay. Pourquoi tu n'ouvres pas ton agence immobilière? Parce que tu as ton identité, tu as ta clientèle, etc. Mais, j'adore les personnes avec qui je travaille. Travailler dans un premier temps seul, je ne me verrais pas. En tout cas, dans l'immédiat, je me verrais pas. Parce que, forcément, je suis fort actif et j'adore ce que je fais. Forcément, si demain, j'ouvre ma propre agence, je vais prendre aussi une casquette de chef d'entreprise. Et donc, je vais avoir peut-être la gestion de personnes. Et avoir cette gestion de personnes va faire que je serai moins sur le terrain. Et moi, aujourd'hui, ce que j'adore, c'est être sur le terrain. Et donc, je ne veux pas, actuellement en tout cas, faire un pas de côté par rapport à ça.
Je veux vraiment continuer à être sur le terrain quand on m'appelle pour vendre, que ce soit moi qui y sois et que je ne dois pas envoyer, je veux dire, un autre agent immobilier ou autre. Voilà, quand on m'appelle, c'est pour mes services. C'est ça. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment un des points forts. Et deuxième point fort, j'ai tellement à apprendre. Voilà, tu l'as cité, d'Aldo Zambito. Pour moi, c'est le mentor. Le GOAT dans la région qui est là depuis plus de 45 ans, donc un sérieux des personnes. L'immobilier, il y a énormément de roulements. Donc, si on est encore là après plus de 45 ans, c'est qu'on n'a plus rien à prouver. C'est ça. Par contre, moi, j'ai encore beaucoup à apprendre de lui parce que voilà, il a 45 ans, enfin plus de 45 ans d'expérience et avec lui, je peux les apprendre en quelques années. C'est ça. Et donc ça, je pense que c'est la meilleure chose. C'est un bel enseignement, c'est une belle leçon que tu donnes, hein, de rester focus sur ce en quoi on est le plus compétent et excellent. Exact. Alors on a toujours tendance, avec ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, il faut se lancer comme entrepreneur, il faut créer sa propre boîte. Oui, certes, ça a beaucoup d'avantages, mais comme tu le dis si bien, créer ta propre agence, ça va nécessiter d'autres compétences auxquelles tu n'as peut-être pas encore aujourd'hui. Ça va être de gérer de l'humain et donc ça va être de gérer plein de choses. Mais au final, gérer tout ça ne va pas te permettre de rester focus sur ton ce que moi j'appelle ton sweet spot, ce en quoi tu es le plus compétent et excellent et ce que tu kiffes le plus finalement. Exact. Donc c'est une belle leçon que tu nous donnes là aujourd'hui. Il ne faut pas toujours voir plus grand que ses yeux. Parfois, on est bien dans sa zone de confort finalement et ça te convient parfaitement parce que c'est ce qui fait que tu es heureux aujourd'hui. Exact. Peut-être que si demain tu gères de l'humain, il y a d'autres problèmes qui viennent avec, feront que tu seras plus heureux et que tu auras peut-être un rejet, un dégoût pour ton métier. Exact. Aujourd'hui, tu fais ton métier, en fait, tu n'as que de manière générale les belles facettes de ton métier et ça, je pense que c'est une belle leçon que tu viens de donner là aujourd'hui. Mousse, en tant qu'agent immobilier, est-ce que tu peux nous parler peut-être du nombre de transactions en quantité que tu as permis de faire jusqu'à aujourd'hui? Et puis, je ne sais pas si tu as un montant total de transactions que tu as généré jusqu'à aujourd'hui dans ta casquette d'agent immobilier. Ok, donc oui, j'ai tout ça parce que j'ai un Excel que je tiens en fait depuis le début. Okay. J'ai un Excel avec toutes les adresses, tous les biens, toutes mes ventes depuis que j'ai commencé en fait. Donc précisément, je suis à l'équivalent de 610 ventes. 610 ventes. 610 ventes. Donc là où en fait une personne, je veux dire, de la vie de tous les jours a peut-être vendu une fois, deux fois, trois fois, ce qui est déjà beaucoup pour une personne qui n'est pas dans l'immobilier. Moi, je l'ai fait 610 fois. En combien de temps? En 8 ans. Et à quel âge aujourd'hui? J'ai 31 ans. 31 ans, 610 ventes immobilières pour un montant de… Ouf, le montant, donc je l'ai aussi précisément, on est à l'équivalent de 123 millions. 123 millions d'euros. Boum. Mais ce n'est pas moi ce que j'ai gagné. C'est pas ton argent. C'est vraiment en fait la valeur du patrimoine immobilier que j'ai vendu depuis 8 ans. Énorme. Bravo en tout cas. Et je pense que c'est que le début. J'espère. Et on fonce. Et du coup, dans ton parcours, évidemment, tu permets à des personnes de vendre leurs biens. Tu permets à d'autres personnes, investisseurs, d'investir dans l'immobilier. Du coup, tu vois des transactions passer devant toi où tu te dis, mais merde, lui, je lui ai vendu ça, on va prendre des chiffres ronds, 100. Il l'a revendu 6 mois après, 200. Finalement, c'est moi qui lui ai apporté l'opportunité, c'est moi qui lui ai revendu. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne te ronges pas les doigts en te disant, j'aurais pu le faire moi? Comme tout humain, on voit, voilà, c'est un métier où en fait, on peut voir passer beaucoup d'argent devant soi. Donc, il faut garder, je veux dire, la tête sur les épaules. Mais non, moi, aucunement, j'ai cette rancœur. Je me dis pas si j'aurais pu, déontologiquement, si je vends à un propriétaire, je me dois d'être le plus transparent avec lui et forcément de pas moi acheter le bien. D'ailleurs, j'ai jamais acheté un bien, je veux dire, que j'ai vu et que j'avais en mandat. Donc, c'est vraiment une règle que je m'impose pour garder cette confiance parce qu'il faut avoir cette confiance clientèle. Et certes, oui, ça fait partie du jeu. Je revends à un investisseur qui, lui, après, revend le bien. Mais forcément, s'il le revend plus cher, généralement, c'est parce qu'il a amené aussi sa plus-value. C'est un bien dans lequel il a sûrement fait des travaux, etc. Donc, je ne peux pas le regarder que comme ça. Lui a fait sa part qui a fait qu'aujourd'hui, il a vendu le bien plus cher. Et du coup, quand même, dans tout ton parcours, encore aujourd'hui en tant qu'agent immobilier, à titre privé, à titre perso, tu as investi dans l'immobilier. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant qu'investisseur cette fois-ci? À quel âge
tu as commencé à investir à titre perso. C'était quoi? Et puis, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui et où est-ce que tu en es aujourd'hui en tant qu'investisseur immobilier? Ok. Bah, justement, moi, l'investissement, c'est vraiment ma cour de récré. Moi, tu me connais, tu le sais. C'est ce que j'adore faire. C'est ce que j'adore réellement faire. Et d'où une des raisons pour laquelle bah, voilà, je ne souhaite pas non plus, dans un premier temps, ouvrir mon agence et autres. Parce qu'au moins, ça me permet d'avoir du temps pour faire justement ces investissements qui sont prenants hein, et qui prennent énormément de temps et de mental. Et donc, et donc, oui, mon premier investissement, je l'ai fait en 2017. Mais j'ai commencé à travailler en 2015. Donc, j'ai commencé en tant qu'indépendant parce que la profession d'agent immobilier, tu commences en tant qu'indépendant. Ok. Donc, niveau chiffres, c'était pas le Brésil. C'était pas le Brésil du tout. C'est pas Las Vegas. Et donc, forcément, j'avais été une première fois voir, en tant qu'agent immobilier, tu te dis, bon, il faut que je devienne propriétaire. Et moi, c'était mon premier rêve et mon premier souhait. Donc, je vais voir mon banquier, je lui montre mes chiffres, mais il analyse forcément, et puis il me regarde et il me dit, Mousse, ça va pas être possible. J'ai dit, ça va pas être possible, combien? Le montant ou le crédit? Il m'a dit les deux. Il m'a dit les deux. Il m'a dit là, Mousse, t'as pas encore ton avertissement d'extrait de rôle, il te faut au minimum 2 ans. Et là, bon voilà, tu te mets en raccord avec forcément toute leur législation par rapport à l'octroi d'un crédit. Et là, t'es dégoûté. Tu te dis ouais. Pourtant, je pense quand même que je commence à un peu bien gagner ma vie, mais en fait, non. En fait, non, c'est pas suffisant et il faut vraiment du recul pour qu'une banque prête à un indépendant. Et c'est là que tu vois que le statut d'indépendant en Belgique, c'est pas un statut, je veux dire, les plus aidés, quoi. Qui est avantagé, ouais. Non, que du contraire. Je pense que s'il aurait eu je sais pas moi, un chômeur devant moi, il aurait eu plus confiance en lui qu'en moi. C'est ça. Et c'est même une phrase qu'il m'a clairement dit. Il m'a dit, mais au moins, même si, bon, forcément, le crédit, il ne l'aurait pas eu, mais il m'a clairement dit qu'au moins, on sait que pour une personne qui est au chômage ou à la mutuelle ou autre, elle a un revenu qui est fixe. Tandis que toi, tu peux gagner aujourd'hui 5 000, comme demain 0, comme demain 10 000, comme après-demain 0. Donc, c'est vraiment ça qui leur faisait peur. Mais ça blesse un indépendant quand on lui dit ça. Donc, forcément, j'ai attendu 2 ans et on est arrivé donc en 2017. J'ai vu un bien. J'ai eu aussi le coup de cœur pour ce bien. Donc, c'était un immeuble de rapport. C'était mon tout premier bien, que j'ai toujours d'ailleurs. Un immeuble avec 2 appartements, un au rez-de-chaussée et le propriétaire qui habitait le duplex. Et donc, j'ai dit, par la force des choses, on va trouver le moyen, mais ce bâtiment-là, il me le faut. Ouais. Et donc, la folie que j'ai fait, c'est que dès que je l'ai vu, j'ai été directement, j'ai foncé, j'ai demandé à avoir une visite. C'était un agent immobilier, un confrère, on se connaissait. Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai un coup de cœur, il me le faut absolument ce bien. Il a été cash. Il m'a clairement dit, Mousse, le propriétaire, il a un prix souhaité de autant. Donc à l'époque, c'était 180 000. 180 000. Et boum, il me dit, s'il a ça, offre ferme sans clause, le bâtiment, tu l'as. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Une offre. Mais tu venais d'avoir tes refus de crédit juste avant, quand même. Ouais, il y a un an, avant. Donc okay. Là, j'avais 2 ans. Et donc, mais j'avais pas été revoir la banque. Okay. Donc, j'étais toujours dans le flou artistique. Et donc, j'ai dit, tant pis, j'ai fait une offre ferme sans clause. Une offre ferme sans clause. Et sur le moment, j'étais super content, heureux. Je me suis dit, yes, il est à moi. Et 2 secondes après, tu te dis, et comment je le paye? Et c'est là que le stress, il arrive. C'est là que le stress, il arrive. Explique-nous. Et donc, du coup, là, après, je vais retourner chez mon banquier et tout. Chez le même. Chez le même. Et je lui dis, voilà, écoutez, ça fait 2 ans maintenant, j'ai fait une offre sur un bâtiment, est-ce que vous me financez? Il regarde, il me dit, il regarde ma capacité, nanana, et il me dit, non, ça va, tu es au-dessus. Nous, on peut que te prêter, imaginons, c'était 160, je pense qu'on peut te prêter. Et là, je fais waouh. Et donc là, sur ce montant-là, vous ne m'octroyez pas. Non.
Et je lui ai dit, mais actuellement, je loue un appartement. Parce que je pense qu'à ce moment-là, mon crédit total était de 600. Tu peux arrondir à 700 euros. Ok. 700 euros, c'était le crédit. Et je louais 555. Ton logement, donc ton appartement pour toi vivre. Ouais. Ok. Et je lui disais, mais il y a 2 logements, monsieur. Et il y a une place de parking et un garage. Je dis, je peux pas me rater. Je suis dans le métier. Je connais très bien le secteur. Et il est portant. Et il me dit, ouais, mais moi, si vous n'avez pas cet apport supplémentaire, ça ne sera pas possible. Et je lui dis, maintenant, si je loue, moi, un des appartements, et que là, forcément, je rentre un loyer, elle m'a dit, ouais, mais vous n'êtes pas encore propriétaire. Ah, mais ça, c'est un accord que je peux avoir avec le propriétaire actuel. Il m'a dit, voyez, moi, si vous me ramenez, un bail signé, et qui a déjà, une caution qui est bloquée, là, à ce moment-là, c'est OK pour moi. Ok. C'est OK pour moi parce que je rajouterai ça à vos revenus. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foncé. Mais sauf que quand je lui disais ça, le propriétaire, il n'était pas au courant de tout ça. L'agence immobilière, pas au courant de tout ça. Et j'ai dit, bon, on fonce quoi. Et donc voilà, j'ai discuté avec le propriétaire. Super, il était top. Et je lui ai dit, écoutez, moi, pendant la période où je ne suis pas propriétaire, c'est vous qui allez bénéficier de ces loyers. Et c'était l'équivalent pendant 4 mois. Donc, tu as quand même loué un des 2 appartements. Voilà. En fait. Lui, il habitait dans un appartement et l'autre était vide. Ok. Il était vide, il était Toi, tu vraiment l'as loué prêt. Et moi, je l'ai loué. Pour y aller vivre Voilà. ou tu l'as loué à blanc? Je l'ai loué à une personne tierce. Ah, tu l'as sous-loué. Non, je ne l'ai pas sous-loué. Je l'ai loué, je l'ai vraiment loué. Ah, tu as trouvé un locataire. Un locataire pour Ok. le propriétaire. Et donc, pendant 4 mois, mon propriétaire, il a pris 500 euros. Ok, donc en fait, le bâtiment, il est divisé en 2. Le propriétaire, il vit au-dessus. C'est En ça. dessous, c'est vide. C'est ça. Tu n'as pas encore acheté. C'est ça. Mais tu places un locataire dedans. Exactement. Pour justifier qu'il y a une rentrée Exact. pour la banque. Tout à fait. C'est intelligent. Tout à fait. Et là, du coup, mon crédit, donc je me ramène, au niveau de mon banquier, je lui amène le bail, preuve comme quoi Il est loué. il est loué. Et là, je passe, forcément, mon calcul vraiment basique. Le crédit 700 euros, il y a un appartement qui est loué 500. 200 euros. J'ai 200 euros, un immeuble de rapport avec Duplex, 2 appartements, un duplex, tu l'as déjà vu, Ouais, je connais, qui a du cachet, un parking et un garage pour 200 euros à Mons. C'est même pas le prix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est même pas un code, c'est rien du tout. Et donc là, par la force des choses, il me dit, écoute, super, ok, nickel. Et donc voilà T'as eu ton comment premier bien. j'ai eu mon À quel premier âge bien. ça 2017, donc j'avais 25, 23, 23 ans. 23. Donc 23 ans, ton premier bien. Et puis après, comment t'as enchaîné? Et après, comment j'ai enchaîné, le premier m'a fait décoller. Parce qu'après, moi, j'ai été habité dedans. Donc, du coup, je n'avais qu'un crédit de 200 euros pour un immeuble qui… Donc ta propre habitation te coûtait 200 euros par mois. Voilà, 200 euros par mois. 2 appartements pour 200 euros. C'est beau. On ne pouvait pas commencer mieux en tout cas. C'est ça. Et donc, cet immeuble-là m'a permis en fait de pouvoir rebondir sur d'autres acquisitions. Après, je suis parti sur le type de logement à rénover complètement. Donc de A à Z. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant. Je ne fais que ça. J'achète, des maisons dont personne n'en veut, entre guillemets. Et je lui ramène cette plus-value suite aux travaux et que je valorise après grâce à mon métier. C'est qu'en soit une bonne technique d'acheter une maison que personne ne veut parce que déjà, elle ne se vend pas cher, donc les droits d'enregistrement sont moins élevés. C'est un plus petit crédit aussi si tu dois financer à la banque. Et puis, effectivement, tu crées ta plus-value avec les travaux. Tout à fait. Sur lesquels tu ne paieras pas de droits d'enregistrement. Exact. Et du coup, c'est vachement plus intéressant. D'ailleurs, on a eu l'occasion aussi de faire une opération ensemble. Du coup, est-ce que tu achètes pour garder ou est-ce que tu achètes pour revendre ou est-ce que tu fais deux? Je pense que c'était plutôt dans le patrimonial. Ouais, je suis très patrimonial. Ça veut dire que, j'aime tout garder. Mais ce qui fait que tu te bloques à un moment donné. Les poches ne sont pas sans fond. Et donc, à un moment donné, il faut savoir faire un pas en arrière, donc revendre un bien pour pouvoir avoir des finances pour en racheter 2 autres et essayer après de peut-être en garder un, en garder un. Ce serait la logique et l'idée. Donc, tu as commencé ton premier investissement à 23 ans avec un bon petit refus de la banque. Puis, tu as mis en place une stratégie et tu as été provoquer le destin pour pouvoir t'acheter ton premier bien.
comme quoi quand on veut, on peut. Aujourd'hui, tu capitalises combien de biens immobiliers à titre privé? Là, actuellement, je suis à 10 logements. 10 logements Ouais. à 31 ans, c'est ça? 31 ans. Ouais. 31 ans, 10 logements qu'on peut valoriser à combien au niveau valeur patrimoniale? Donc, ouais, en valeur, je vais parler en deux temps. Hein. Donc, Mhm. il y a vraiment la valeur immobilière. Donc là, actuellement, je suis à 1,8 million. 1,8 million. 1,8 million de patrimoine immobilier. C'est pas ce que j'ai dans la poche, Mhm. c'est ce que ça C'est représente. ce que ça vaut aujourd'hui. Ouais. Voilà. Après, Et- forcément, il y a des crédits en cours, il y a tout ça, mais une fois tout payé, valeur d'aujourd'hui, 1,8 million. C'est ça, ouais. À 31 ans, c'est quand même très très bien, sachant que tout le monde te fermait les portes dans ta carrière professionnelle à tes débuts, sachant que tu as eu des crédits, des refus de crédit. Donc, je pense que c'est très très bien et encore une fois, bravo pour ce que tu fais. Est-ce que tu t'es déjà planté dans tes investissements? Est-ce que tu as déjà eu des coups durs? Je touche du bois, j'analyse tellement le marché, j'ai tellement, je veux dire, de comparaisons, en tout cas dans mon secteur à moi, que je maîtrise. Et c'est quasiment, pour pas dire si j'ai pas vendu quasiment un bien par rue dans la région. Donc je maîtrise réellement et comme j'adore ce que je fais, je me renseigne aussi toujours au quotidien. Donc je me forme, j'évolue avec des investisseurs, je fais des workshops et compagnie et autres. Donc, je ne reste pas, je veux dire, sur juste mes acquis. J'essaye de plus les développer pour toujours, justement, avoir un temps d'avance et jamais me rater dans une transaction. Et donc, non, actuellement, non, jamais. Tant mieux. Comment est-ce qu'on peut se louper dans une transaction? Un jeune investisseur qui nous écoute ou qui regarde cette vidéo, quel conseil pourrait tirer de toi s'il veut faire un premier ou un deuxième investissement? Quelle est vraiment l'erreur fatale qu'il doit absolument éviter à tout prix? Faut s'entourer d'un professionnel. C'est la règle numéro 1. C'est comme pour tout. Je veux dire, on pense souvent qu'on connaît, mais c'est un métier, c'est un vrai métier. Donc, c'est s'entourer de professionnels. Parce qu'en immobilier, ça ne rigole pas. On joue directement avec des grosses sommes. C'est pas comme un sandwich que vous achetez et que vous dites, je vais tester ce goût-là. Ah, finalement, j'aime pas. Voilà, vous allez le jeter, vous allez en acheter un autre. Mais en immobilier, si on se rate, ça peut avoir des très grosses conséquences. Donc, entourez-vous de professionnels. Et c'est avec l'expérience et le temps que vous deviendrez un bon investisseur. Je pense que c'est aussi une belle leçon et une bonne chose à retenir, s'entourer des professionnels dont c'est le métier. Je le répète souvent et je pense que c'est valable pour tous les métiers et toutes les activités en fait. Et du coup, voilà, on a vu donc ton parcours en tant qu'agent immobilier, ton parcours en tant qu'investisseur. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu veux rajouter par rapport à ta casquette d'investisseur, quelque chose qui te tient à cœur. En investissement, non, je pense que j'essaye de jamais brûler d'étapes, de pas aller trop vite, de toujours être raisonné, de garder la tête sur les épaules. Des investissements, il y en a tout le temps. Beaucoup de personnes que je côtoie, des fois, me disent « Ah, j'ai raté l'investissement de ma vie, j'aurais dû, nanana, nanana, et nanana. » Mais vous savez, il y a toujours un train qui passe. Donc, il ne faut pas penser qu'on a raté l'affaire de sa vie, alors que, je veux dire, juste après, vous aurez peut-être une affaire encore 2 fois plus intéressante. C'est ça. Et que vous allez dire « Merci que je n'ai pas acheté… C'est ça que souvent, en fait, je pense que le gros problème, et moi-même, j'ai déjà été confronté à ça, c'est l'émotion. Ouais. En fait, je pense que l'émotion, c'est le pire ennemi de l'immobilier. Exact. L'émotion, pire ennemi de l'immobilier, parce qu'en fait, quand tu visites quelque chose, tu as l'impression que c'est l'affaire du siècle. Yes. Tu as l'impression que tu le veux absolument, tu veux aller vite, etc. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter quelque chose sur le coup de l'émotion. Ouais. Et puis après, je me dis, bon, merde, c'est pas vraiment l'affaire du siècle. Yes, en fait, yes. tu vois, c'est simplement pas une affaire tout court, tu vois. Ouais. Et je pense que ça, quand on investit en IMO, il faut vraiment bien canaliser et gérer ses émotions et surtout prendre le temps d'avoir du recul. Exact. En fait, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer tout de suite. Il faut prendre du recul, reposer, dormir dessus la nuit, bien réfléchir et puis revenir le lendemain. Ouais. Et évidemment, demander conseil à un professionnel et pas demander conseil à tous ses amis. Exact. Parce que ça, c'est aussi une erreur fatale, je pense, quand on veut investir en IMO, c'est de demander conseil à sa mère, à son père, à son frère, à sa femme, à sa sœur, à son comptable. En fait, je pense que ça, son chien. je pense que ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire malheureusement. Et je l'ai fait cette erreur, en fait. Je l'ai faite et ça m'a coûté voilà, de l'expérience, de toute manière, quoi qu'il arrive. Et donc, bien canaliser ses émotions quand on investit en immobilier. Mousse, aujourd'hui, toi, dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois où? Tu te vois comment? Dans 5 ans, dans 10 ans, j'espère
multiplier encore les transactions, rendre encore énormément de personnes propriétaires et aider, comme je le fais aujourd'hui, je veux dire tous mes clients propriétaires, continuer dans ma partie investissement, vraiment garder, ce leitmotiv, cette motivation que j'ai, cette ligne directrice qui fait que pour moi aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre, tout va très très bien, mais continuer vraiment dans cette motivation, ne pas baisser et encore une fois, augmenter le patrimoine aussi. Si tu dois parler d'un de tes coups les plus brillants, que ce soit pour toi ou pour un client, vraiment une belle opération que tu as permis de faire, que ce soit pour un particulier qui veut acheter sa maison en tant que résidence principale, que ce soit pour un investisseur qui veut faire de l'achat-vente, que ce soit pour un investisseur qui veut faire de l'achat pour le garder en patrimonial pour faire de la location. Est-ce que tu as comme ça quelque chose qui te vient par la tête, vraiment un coup de génie que tu as permis de réaliser pour quelqu'un? Un coup de génie. Celle que, tu vois, la transaction que tu dois mettre ici sur l'étagère, dans un petit cadre, ça serait laquelle? Si tu en as une à citer qui te vient par la tête, parmi tes 610 transactions. Ouais, j'en ai une. Je ne citerai pas de nom. J'en ai une. J'ai un client un investisseur qui m'a fait confiance, qui m'a dit écoute, voilà, moi Mousse, je souhaite faire un investissement avec toi, je sais que tu es bon dans la région, on m'a conseillé, etc. Donc je lui dis ok, je vois une maison qui est délabrée, parce que voilà, c'est ce que j'aime, des maisons qui sont complètement délabrées. Et je lui dis écoute, achète ça, on transforme, on rénove et on revend à la plus-value. Et là, tu pourrais prendre l'équivalent peut-être de 50 000 € à la revente. Le client, il me dit, OK, pas de souci. On lance, l'acquisition, il achète. Donc, il achète, pour parler en chiffres, il achète 100 et il allait rénover pour l'équivalent de 100 et il revendait 250. Donc, c'était ça. C'était safe, très safe. Je savais qu'on allait y arriver très facilement. Ce qui fait que, il achète, j'ai le bien, je le mets en vente. Il le rénove. Il le rénove pas. Je lui dis quand même, attends un peu, parce que ces temps-ci, moi, j'ai une vague de personnes qui préfèrent plutôt acheter eux-mêmes la maison et la rénover à leur goût, parce que c'est très personnel, une rénovation. Surtout là qu'on était vraiment sur un style maison de maître et autres. Donc voilà, il y a des personnes qui auraient gardé le cachet, d'autres pas, etc. Et donc c'était un bien qui avait énormément de potentiel. Donc je me suis dit, on laisse comme ça, une semaine ou deux, on voit s'il y a possibilité de le vendre en l'état, en mettant moi mon énergie supplémentaire et en amenant ma plus-value à moi en tant que commercial, tout simplement. Et je lui dis, tu pourrais en tirer entre 20 et 30. Comme ça, en achat-vente, voilà. Mais ça t'éviterait toute la phase d'1 an de travaux, entre 6 mois et 1 an en fonction. Et au moins récupérer ces 3/5 qui voilà, exactement, 2 ans, etc. Tout à fait. Et donc, il m'a dit, Mousse, je te fais confiance. Donc, let's go. C'est pas qu'en une semaine, j'ai pas eu une première offre à 120 000. Il me dit, super. Puis j'ai un autre couple, anglais et la dame de Lille et l'homme de Londres. Ils venaient habiter en Belgique. Ils commencent à me faire une surenchère, je suis à 150. Improbable pour moi. Improbable, c'était pas écrit, c'était pas pensable. Là, on était vraiment dans ce qu'on appelle de la valeur de convenance. Donc, c'est plus par rapport à un état du bien, ni à une localisation ou autre, c'est vraiment parce qu'on le veut. Et on était dans cette période Covid, là où tout devenait fou. Tout devenait fou royalement. Ces clients-là, eux, n'avaient pas la notion non plus, je pense, de la valeur immobilière à Mons, parce qu'ils venaient de très grosses villes, de Londres. Ces gens-là, pour eux, on va leur parler de 100 000, c'est même pas un garage. Donc, on part vraiment là-dessus. Et j'ai une institution qui veut aussi acheter. Une institution qui avait comme seule possibilité d'extension ce bâtiment-là. Donc, je ne te dis pas la guerre. On a commencé à monter. Je pense voir de quel tu parles. Ouais, on a commencé à monter 150, 170, 180, 200.
Et là, je me dis, ouais, mais ça n'a pas de fin. C'est pas pensable parce que demain, il y a une expertise, il n'y a rien qui passe ici. Et ça continue. 210, 201. Mon propriétaire, il tient plus sur sa chaise. Et il me dit, c'est quoi ça? C'est des vraies offres? C'est réellement des vraies offres. Et on était sans clause de crédit. Ok, à chaque Sans fois. clause de crédit. Et on est monté jusqu'à 250 000. 250, là où à 120, il était content. Là où à 120, il était content. Donc là, C'est beau. c'est vraiment l'opération que j'aurais Et en dit, combien de temps? Parce que c'est important, c'est le délai. Ouais, c'était on va dire quoi, en 10 jours? En 10 jours. 10 jours, c'était plié. Ok. 10 jours. Donc, c'était tu as plié. permis à ce propriétaire qui t'a fait confiance de gagner en fait 150 000 en 10 jours. 150 000 en 10 jours. Bon, c'est pas mal quand même. Je pense qu'on peut la mettre juste là. On peut la mettre juste là. Et donc Ok, oui. bien. Et ça, bon, voilà, c'est le truc où il y a énormément de paramètres qui sont arrivés, qui sont rentrés en jeu. Après, bon, forcément, moi, j'ai travaillé, j'ai boosté, mais j'ai été aidé par le fait que j'ai une institution qui ne peut pas s'agrandir et que c'était soit elle achetait ça, elle pouvait s'étendre, soit elle devait déménager, qui lui aurait coûté beaucoup plus. C'est ça. Donc, et de l'autre côté, bah, j'avais des gens qui avaient un coup de cœur phénoménal C'est fou, hein. pour la maison. Et donc, bah, voilà, la surenchère des deux a fait qu'on en est arrivé C'est joli. à ce C'est beau. petit exploit. Et ouais. tu vois, parfois, on a toujours tendance à se dire, ouais, mais maintenant c'est compliqué de faire des bonnes affaires. Ah, mais les bonnes affaires, c'était avant. C'était nos parents, etc. Finalement, il y a encore des bonnes affaires à Bien faire. Et sûr. tu le prouves encore une fois Bien aujourd'hui sûr. que, ben voilà, il y a une petite dose de chance. Et puis, il y a une énorme dose de travail, Exact. de compétences, de contacts, de réseau, et d'avoir cette vision aussi, de pouvoir se dire, fais-moi confiance, on va les tirer ça, et finalement, Yes. on a avec des sommes mirobolantes, donc vraiment, chapeau. Et justement, on en vient à parler maintenant de immobilier à Mons, parce que c'est ta zone de prédilection, c'est là où tu maîtrises parfaitement, je pense, le marché. Et qu'est-ce que tu vas bien pouvoir nous expliquer, nous raconter quelle est aujourd'hui ta vision du marché immobilier, peut-être de manière générale, peut-être en Wallonie, peut-être dans le Hainaut, mais plus précisément à Mons. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que justement il y a encore des opportunités à faire? Sur quoi aujourd'hui en 2023, bientôt 2024, on tourne ce podcast, on est presque au mois de septembre 2023. C'est quoi la tendance du marché? On a les taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter. On est entre du 3,5 et 5%, ça dépend un petit peu des profils. On a un marché qui se stabilise, je pense. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Bah, pour ma part, c'est vrai. Et encore une fois, c'est les choses que j'entends au quotidien de la part de mes clients. C'est oui, mais c'est pas le bon moment d'acheter maintenant. Les taux ont augmenté, etc., etc., etc. Mais il y a plusieurs conditions. Un, ces taux-là, on les a connus. Nos parents les ont connus et ils ont même connu des taux bien plus élevés que nous. Donc, pour remonter, il y a eu des taux jusqu'à 10-12% à l'époque. Et là, on parle de 3. Mais c'est juste l'effet psychologique parce qu'on sort d'une période qui était historique, vraiment anormalement historique, où on a eu en fait des taux à du 1, voire même en deçà, Bien sûr. à du On a 0,95. eu, Donc là, en fait, quand on achetait, si on compare la location de ce bien et ce qu'on rembourse au niveau de la banque en crédit, on payait moins cher son crédit que si on louait le bien. Donc c'était complètement anormal. Forcément, pour les investisseurs, c'est bingo, c'est nickel. Quand on paye 700 € de crédit et que la location est à 900, waouh, en n'ayant rien fait, là, c'est une plus-value directe. C'est un cash flow de 200 € directement. Mais là, forcément, psychologiquement, quand on passe de 1 à du 3-4, voilà, on sent la marge, mais ce n'est pas un taux qui est, je veux dire, incroyable. Quand on regarde aussi l'inflation, il faut comparer aussi par rapport à l'inflation. On est toujours en deçà, donc c'est toujours intéressant d'emprunter. Certes, c'est un peu plus qu'il y a quelques années, mais en tout cas, c'est toujours très intéressant pour ma part. Donc, il ne faut pas se... Faut pas se bloquer un taux. Aujourd'hui, la vérité, on est sur des taux entre 3,5 et 5%, je pense, selon ma connaissance. Je pense qu'il ne faut pas se braquer là-dessus. On reste sur des taux finalement normaux, Ouais, je exact. pense. Mais l'important reste toujours de dégager, quand on fait de l'achat pour de la location, de dégager du cash flow positif. Je trouve, moi, personnellement, pas intéressant de payer un crédit à 1000 pour louer 700. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas moi, personnellement, dans tous mes investissements,
j'ai zéro, parmi mon patrimoine, j'ai zéro bien qui me coûte de l'argent, hormis ma maison évidemment, Bien sûr. mais qui est payé par les locations, enfin bref. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se braquer par rapport au taux d'intérêt. Au niveau du prix de l'immobilier aujourd'hui, Par rapport au prix de l'immobilier, en tout cas, nous, dans notre région, on est vraiment à 1/10 pour ma part de notre réel potentiel. Là où les gens pensent que tout est trop cher maintenant, je leur donne rendez-vous dans 10 ans. Et ils vont très bien voir. Moi, rien qu'avec le recul des maisons que j'ai vendues il y a 8 ans, que j'ai revendues 8 ans après, qui n'avaient rien changé en intérieur, des maisons qui ont pris plus 20%. C'est de la folie. alors qu'à l'époque, tu disais peut-être déjà que c'était un peu cher Mais pour ce que c'était. exactement, exactement. Il y a des maisons, enfin, quand je te dis 20%, il y a des maisons, elles ont même bien pris plus. Il y a des maisons sur Mons que j'ai vendues 170 000 il y a 8 ans. Et aujourd'hui, quand tu la revends, tu es à 300 000 Ouais, c'est ça, pour la même maison qui n'a rien changé. en 8 ans. En 8 ans. Ouais, Donc, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Mons est une ville qui se développe énormément, où il y a énormément de projets. Donc, c'est vraiment une ville à haut potentiel. Et on est vraiment à milieu de ce que ça va coûter. Pour moi, Mons a déjà le surnom de mini Bruxelles. Et donc, ça veut bien dire tout ce que ça veut dire. Et par rapport à la Belgique, quand on prend la Belgique, il faut se dire tout simplement, c'est que la Belgique, c'est un petit pays. Le nombre d'habitants, il fait que augmenter. Mais par contre, les logements ne sont pas en proportion. Et donc, de ce fait, il y a un moment donné, je veux dire, l'immobilier va quand même continuer de monter. Parce que ce sera l'offre et la demande, tout simplement. La règle qui gère un peu tous les secteurs, c'est ça, c'est l'offre et la demande. Et nous, en Belgique, quand on se compare par rapport, je veux dire, aux autres parties, donc le Brabant wallon, Bruxelles et la Flandre, on est là où on a la valeur immobilière la plus faible. Donc ça veut dire quoi? On a un taux de croissance qui est juste énorme, Pourquoi on a des Bruxellois qui viennent? Pourquoi moi aujourd'hui j'ai des clients de Gand, d'Anvers qui viennent acheter chez nous? C'est tout simplement pour ça. Parce qu'ils étudient le potentiel de notre ville et ils savent très bien de toute façon qu'à la revente et à la location, ils vont générer. Parce que pour le même bâtiment à Gand, qui va générer, imaginons un immeuble de rapport, 2 000 €, il va peut-être coûter 700 000 € à l'achat. Tandis que les 2 000 € à Mons, le client va peut-être le payer 400 000 €. C'est ça. Pour le même montant et le même loyer qu'il va percevoir sur le même compte. Ouais, déjà, de toute façon, on va dire qu'ici, à Mons, tu mets 1 million d'euros pour une maison. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et je pense qu'à 1 million d'euros, tu peux vraiment acheter une très, 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 très grosse maison. Exact. À Bruxelles ou dans le Brabant wallon, peu importe, à 1 million d'euros, finalement, tu as à peine un bel appartement. Exact. J'exagère. Ouais, hein, on comprend. C'est presque ça. Après, pour en revenir sur la croissance possible de Mons, je pense aussi qu'on peut souligner le travail que la commune et que la ville de Mons plutôt, tout à fait. elle fait au quotidien. On a été capitale de la culture en 2015. Exact. Il y a énormément d'événements, que ce soit culturels, que ce soit artistiques, que ce soit peu importe tous les événements et tout ce que la ville de Mons, ce que les autorités communales mettent en place Exact. pour justement faire de cette ville une ville dynamique. Je pense que c'est ça aussi qui attire des investisseurs. Bien sûr. D'ailleurs, parce qu'on sait que c'est une ville qui est en mouvement. Et pour ça, je tiens vraiment à souligner le travail que la ville fait. Parce que nous, en tant qu'investisseurs, évidemment, on ne peut qu'en tirer. En tant qu'investisseur, finalement, et même en tant que commerçant. Je veux dire, t'es commerçant à Mons, on le sait, c'est pas facile. D'accord, il y a des moments qui sont très, très, très difficiles et j'en dis ce qu'on vient pas. Mais on peut garder cet espoir de se dire, OK, la ville travaille pour nous ramener du tourisme, Exact. pour nous ramener de la chalandise, pour nous ramener des gens qui peuvent venir de Lille, qui peuvent venir de Bruxelles, qui peuvent venir de Liège pour passer un samedi après-midi dans Mons parce qu'il y a des activités, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes ou peu importe. Et moi, personnellement, où je suis très actif, tu le sais, dans l'immobilier, de la location courte durée, en fait, moi, je veux dire 70%, 80% de mes clients, de mes locataires,
sont des gens qui viennent pour 2-3 nuits à Mons parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a une activité, parce qu'ils veulent visiter une expo ici Ouais, il y a au de la BAM. culture. Il y a exact, aussi notre Péridesa Yes. qui est à 10-15 km du centre-ville de Mons. Péridesa qui amène des gens de Exact. partout dans le monde. Nous, on a des gens qui viennent de très très loin louer nos appartements pour visiter le zoo. Exact. Alors tu vas me dire qu'il y a des logements au zoo. Oui, il y a des très très beaux logements, mais où il n'y a rien en dessous de 800-900 euros la nuit, si on veut dormir en plein milieu du parc animalier. Donc quand tu loues un appartement à 100 euros la nuit, je dis ça en moyenne 100-120 de la nuit, pour une famille où il y a un couple et 2 enfants, c'est plus intéressant pour eux qui viennent. En plus, parce que nous on recueille ces informations. Qu'est-ce qui vous a attiré à Mons? On vient pour visiter le zoo. On vient pour visiter les ascenseurs de Strepy-Brachny. Jamais j'aurais cru. Il y a énormément de gens qui viennent pour visiter les ascenseurs de Strepy-Brachny. Et pourquoi on a pris un logement dans mon centre-ville? Pour profiter, pour visiter la ville. Exact. La ville historique, le beffroi, les musées, la cathédrale Sainte-Vaudru. Tout ça, c'est des témoignages qu'on va recueillir auprès de nos clients. Et bravo et merci à la ville de Mons. Je sais qu'il y a toujours des personnes qui vont dire « ouais, mais ceci, ouais, mais cela ». Mais non, Non, dans la elle critique, fait son travail. ouais, dans la critique, il y en aura toujours. Mais in fine, voilà, ils ont vraiment fait un job de fou. Et tout ça ramène de l'économie, même avec les universités qui n'arrêtent pas de grandir. Tout ça ramène de l'économie supplémentaire et de la plus-value dans la résidence. En parlant d'université, etc., je pense qu'à Mons, on a aussi cette chance d'avoir cette ville universitaire, studiantine, où il y a une demande pour les cotes qui est affolant. Yes. Je pense qu'à Mons, pour la personne qui vient d'ailleurs ou qui nous écoute, je pense qu'acheter une maison assez grande et la diviser en 3 ou 4 cotes, ou peut-être plus, en fonction de ce qui est possible légalement, je pense que c'est aussi quelque chose à tenir en ligne de mire parce qu'il y a une telle forte demande de cotes ici à Mons que c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux cotes? C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Écoute, ça c'est le premier, type de bien qu'on me demande. L'investisseur même qui commence, le primo-investisseur, c'est je veux un immeuble avec des cotes ou je veux faire de la colocation. Donc oui, pourquoi? Parce que c'est encore une fois l'offre et la demande. On a tellement d'étudiants, il va y avoir encore beaucoup plus d'étudiants parce que maintenant on va passer en fait des masters à Mons, ce qui ne se faisait pas auparavant. Donc avant, les étudiants, ils faisaient leurs 3 années, puis ils partaient à Louvain, à Bruxelles. Là aujourd'hui, ils restent à Mons. Ils vont pouvoir rester à Mons. Et donc, ça veut dire qu'on va augmenter encore plus le nombre d'étudiants dans la région. Et il faut bien les loger, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et donc, voilà, ça, ce sera vraiment, le produit sur lequel tout le monde va se jeter et se jette déjà dessus. Tout ce qui est immeuble, cote, studio, colocation, co-living. Et il y a beaucoup de co maintenant. Et au niveau technique, il faut quand même souligner, il y a un minimum de mètres carrés pour des cotes. Yes, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux... C'est quoi, c'est 17 mètres carrés, je pense? Donc, tout dépend. Quand on parle cote ou studio, studio, il doit être au minimum, il doit faire 28 mètres carrés. 28 mètres carrés pour un studio qui va se louer combien? Qui va se louer tout dépendra, du standing. En moyenne, de manière générale. Un studio, on va commencer à 450, 420, 450. Plus charge. Plus charge. Et on peut monter. J'ai déjà vu des studios qui se louent 600 euros hors charge. Mais on est dans... C'est juste une chambre, un studio qu'on précise bien. 28 mètres carrés, c'est une pièce. C'est une pièce avec une salle d'eau privative, avec sa cuisine privative et avec ses sanitaires, en tout cas, qui sont WC privatives. Différemment du cote, là, c'est vraiment ta pure chambre. C'est vraiment ta pure chambre et... tout le reste est commun et partagé avec... Et un cote, on est sur quel type de loyer? Un cote, on va être à 350 euros un cote. 350 Minimum, on va être ça, on va être à 350 euros. Donc 350 euros les 17 mètres carrés, quand on fait le ratio, c'est quand même... ça fait pas mal. C'est élevé, mais généralement dans le code par contre là on intègre les charges. Donc quand je dis 350 ça commence avec les charges. Et légalement si on prend une maison unifamiliale qu'on veut diviser en colocation, il y a un maximum qu'on peut faire. On ne peut pas prendre une maison et faire 18 chambres dedans. Non, bien sûr que non. Non, tout ça est régi. Bon, il y a encore, quelques zones floues dans la colocation. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé il y a pas très très longtemps. Donc en tout cas chez nous ici.
Et donc, on ne peut pas dépasser 5 entités. À partir des 5 entités, là, on va devoir demander, je veux dire, un permis. C'est pas 4, 4, 5, ouais. On peut aller que jusque 4. On peut aller jusque 4. Et voilà, ça reprend un peu pour ma part le système. Vous achetez une maison unifamiliale que vous voulez transformer en colocation. Si on part sur 4 colocations avec un espace minimum viable, ça peut passer sans permis, sans… Tout de même se renseigner par rapport aux transformations et autres qu'on souhaite faire. Toujours aller à l'urbanisme, se renseigner, présenter son projet tout simplement en disant voilà, j'ai une habitation, je souhaiterais en faire de la colocation. Voilà sur quel point vous m'attirez l'attention, etc. pour que mon bâtiment soit correct, quoi, tout simplement. Ok, très bonnes infos. La personne qui nous écoute, qui n'a jamais encore investi, qui souhaite faire son premier investissement, au-delà de le conseiller, de s'entourer de professionnels comme toi, dont c'est le métier, imagine une personne classique qui a son 2000, 2500 euros net par mois, qui est déjà propriétaire de sa propre habitation, qui est seulement locataire. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Le conseil que je lui donnerais, écoute, le primo-acquéreur, c'est déjà savoir ce que lui il veut. Parce que lui va me poser la question, tu aurais quoi comme investissement? Mais d'abord, moi, je vais lui demander, tu es capable d'assumer quoi? Donc, forcément, on a tout le volet financier, forcément. Donc, à lui demander quelle enveloppe il va, je veux dire, mettre à profit pour pour son investissement. Est-ce que tu as des fonds propres? Combien tu peux emprunter au niveau de ta banque, etc. Ça, c'est le volet vraiment purement financier. Mais moi, je m'attarde beaucoup plus sur l'autre volet aussi. C'est vraiment le psychologique. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable, parce que forcément tout le monde veut le moins cher et le plus rentable. Ça, c'est utopique, tout le monde veut ça. Mais il faut connaître le profil du client. Donc en tant qu'investisseur, est-ce que tu es capable de gérer, imaginons, du Airbnb? Est-ce que tu auras le temps d'aller sur place, etc. Ça, c'est des choses à savoir. Ou est-ce que tu veux quelque chose de passif? Là où tu as le minimum de choses à faire. Donc un simple appartement avec une personne dedans qui va te ramener du rendement, forcément pas du rendement de folie, mais qui va s'autofinancer, c'est déjà un investissement en soi. Beaucoup de gens oublient ça, mais le simple fait qu'il y ait de l'autofinancement, c'est déjà énorme, c'est déjà pas mal aussi. Selon, encore une fois, le type de client, parce que j'ai des investisseurs qui vont me dire « Ah ben non, moi non, j'ai pas envie qu'on m'appelle, j'ai pas envie de me déplacer pour des réparations, j'ai pas envie d'avoir énormément de roulement, parce que forcément, plus on va aller chercher du rendement élevé, plus il va y avoir du risque. » C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et donc, ces personnes qui ne veulent pas du roulement, etc., voilà, forcément, tu vas diminuer ton cash flow, entre guillemets, ou mais tu auras moins à te prendre la tête, quoi. Mais tu vas y gagner en tranquillité d'esprit, mais tu vas en gagner moins en investissement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment cerner la personne qu'on a en face de soi, sauf si elle est dynamique, elle dit « Moi, je veux y aller à fond, je suis prêt à gaspiller des heures dans cet investissement-là, et qu'il y ait du roulement et du risque, c'est pas un problème, ça fait partie du jeu. » Et donc, forcément, ce type de profil, lui, je vais l'orienter sur du haut rendement qui va nécessiter beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment par rapport au type c'est quoi un haut rendement, à Mons? Un haut rendement. On va chercher quoi comme rendement? Allez, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher au minimum, en moyenne et en full? 3%, c'est le rendement, je veux dire, basique. Minimum, sans prendre de risque. 3%, on peut les avoir. Maintenant, forcément, forcément, ça, il y a aussi le côté financier. Si on investit 100 000 ou on investit 1 million, forcément, à 1 million, on se doit d'être plus exigeant. Et là, on peut aller demander à chercher, je veux dire, des rendements bien plus élevés où on atteint facilement les 10-15%. En fonction du montant investi. Donc pour toi, 3%, c'est s'estimer heureux. C'est ça, entre guillemets. C'est un minimum viable. C'est pas s'estimer heureux, mais c'est de l'argent. Je veux dire, si vous avez cet argent en banque, Surtout qu'aujourd'hui, avec les taux d'intérêt. Voilà. Mais bon, on n'a pas du 3% net à la banque.
On n'a pas du 3% net. Donc, je veux dire, et en immobilier, il faut se dire qu'on y gagne 2 fois. Parce que le bien se finance. Il s'autofinance, donc c'est pas vous, c'est votre locataire. Et d'ailleurs, on dit toujours entre guillemets, c'est le locataire qui paye pour les rêves du propriétaire. Donc, on a vraiment ça. Et on a aussi le fait que le bien prend de la plus-value. Entre guillemets, il va prendre entre 2-3% par an de plus-value, le bien. Et donc, au bout du crédit, après l'avoir payé, ça s'est pris en valeur, quoi. On a pris 2 fois. On a pris le montant d'acquisition, plus secondo, la plus-value après revente. Sans avoir Après, rien comme fait. tu l'as dit, au plus on va prendre des risques, au plus on va augmenter ses probabilités de tirer un plus haut rendement. Là, tu parles d'un 3% en location classique. Après, évidemment, tu fais de la location courte durée. Là, Comme voilà. moi, personnellement, je fais, on va chercher des plus gros Ben, rendements. on est à combien en termes de pourcentage? Je veux dire, tu peux aller chercher bien plus que du 10%. Ah oui, Mais largement. par contre, c'est du travail. Donc 10% brut. Oui. Derrière, il faut retirer le temps que ça prend, l'énergie que ça prend. Il y a aussi des taxations, parce qu'il faut savoir qu'en Bien sûr. Belgique, l'immobilier jusqu'à présent n'est pas ou peu taxé. Par contre, la partie mobilier est taxée. Donc quand tu loues un appartement meublé, tu es censé payer une taxe sur la partie Exact. mobilier. Tu ne peux pas louer tes meubles. Et puis si tu fais du service, du nettoyage, de la nourriture ou que ce soit, tu es taxé aussi Bien sûr. sur tes services. Donc ça, il faut le savoir. Mais évidemment, ça a des plus gros rendements, mais ça a plus de risques. Ça nécessite de mettre une structure en place. Yes. Bon, quand on a un, ma foi, ça peut se gérer. Quand on enchaîne 3, 4, 5, il te faut une structure. Ou alors tu dois passer par une conciergerie. On en parlait tout à l'heure en off. Mais la conciergerie, elle va te coûter de l'argent. Et donc au final, ton rendement va diminuer. Mais moi, je pense et je reste convaincu que la location courte durée restera quoi qu'il arrive beaucoup plus rentable Bien sûr. qu'une location classique. Avec le gros avantage, c'est qu'en louant en courte durée, tu es payé avant même que le locataire y mette ses pieds à l'intérieur. Exact. Donc, tu n'as pas le risque de loyer impayé. Tu n'as pas le stress d'appeler ton locataire le 10 du mois parce qu'il n'a pas encore payé son loyer, quand ton Exact. crédit il est payé. Donc ça, c'est un des avantages. Moi, par expérience, je peux également confirmer qu'un bien, il s'abîme moins vite, contrairement à ce qu'on pourrait le croire avec la location courte durée. Pourquoi? Parce que la famille, la personne, le couple, il arrive, il n'a pas le temps Ouais, d'usure, de grosse d'user usure. Ouais. ses limites s'il cuisine en fait, tu Yes. vois. Nous on a des cuisines, tu as l'impression qu'elles sont encore en showroom Ouais. parce que les gens ils n'ont pas le temps de faire à manger. Et si au centre-ville, ils vont manger au resto. Exact. Au pire, ce qu'ils mettent, c'est un bibi pour le bébé dans le micro-ondes. Exact. C'est limite ce qu'ils font, ou ils mettent un surgelé dedans, mais Ouais. c'est très rare, quoi, tu vois. Donc, location courte durée, plus haut rendement, mais plus de travail. Usure moins rapide, élevé, moins ouais. élevé. Moi, personnellement, ici, dans cet endroit où on filme ce podcast, on est dans un de mes appartements que j'ai fraîchement rénové qui est destiné à de la courte durée. Pour pouvoir se différencier sur le marché de la courte durée, il faut faire des choses qui soient plus tape à l'œil. Exact. Donc ça veut dire quoi? On va plus investir, en tout cas c'est moi personnellement, c'est comme ça que je vois, j'investis plus dans ma courte durée que dans ma location classique parce que je veux taper le coup de cœur. Exact. Par contre, le jour où je vais vendre cet appartement, on va taper sur un coup de cœur directement. Exact. Et donc on va pouvoir vendre théoriquement un peu plus cher en visant le coup de cœur. Tout à fait, ouais. Donc voilà tous les avantages. Et puis il y a aussi la location moyenne durée que très peu de gens connaissent à Mons, qui sont les expatriés qui viennent travailler à Mons. On a quand même la chance d'avoir la gare. Ouais. Et moi, je suis heureux que la gare elle a mis 15 ans à être construite. Je pense que je suis le seul qui est aussi heureux que ça à Mons. Pourquoi? Parce que c'est des travailleurs qui viennent de partout. Ces travailleurs, même de Belgique, mais qui viennent de loin, il faut les loger. Il faut les loger. Ouais. Il faut les loger, donc on va s'adresser à des entreprises. Attention, qui dit louer à une entreprise, dit être soumis à un impôt et à une taxe. Exact. Parce que tu loues à un professionnel, Yes. et donc quand toi tu es particulier et que tu loues à un professionnel, tu payes une taxe et un impôt. Bien sûr. Ça, il faut bien le retenir. Donc, on a la chance d'avoir la gare qui a duré, et j'espère qu'elle durera encore longtemps. Mais non, j'espère qu'elle sera finie quand même assez vite. On a Google, donc le data center Google qui est si pas loin, qui est sans cesse en construction. Et donc qui ramène aussi des gens qui viennent d'Irlande, qui viennent d'Angleterre, qui viennent de partout pour travailler ici. On a Microsoft qui est aussi pas très loin. Donc on a plein de sociétés qui ramènent des expatriés qui sont ici en mission pour 3 mois, pour 6 mois, pour 9 mois, pour 1 an, pour 2 ans, parfois plus. Donc là, on a aussi des loyers qui sont bien plus élevés. Mais pareil, il faut du standing. Bien sûr. Les gens ne vont pas venir dormir dans n'importe quoi. Donc il faut du standing, il faut du service, il faut de l'hyper qualité.
Et puis, on a le SHAPE, la base militaire de l'OTAN. Exactement. Le SHAPE, là, on va attirer des personnes qui vont être locataires pendant des plus longues périodes. Ouais. Là, on va cibler du 3 ans, du 5 ans, du 6 ans. Et là, pareil, le SHAPE, ils vont plus favoriser des maisons parce qu'ils viennent avec la famille complète, parfois avec des animaux. Ils veulent du jardin. Vu qu'ils sont là 3 ans, ils veulent de Exactement, l'espace. ouais. Donc, si on arrive à avoir une belle maison bien placée sur Mons, sur Jurbise, sur Nîmes, vraiment dans ce périphérique-là, dans ce périmètre-là, pardon, on peut aller cibler les Shapiens qui ont aussi plus de moyens. Tout à fait. Ouais. Mais encore une fois, Là, ils ont un budget qui est alloué. voilà, Hein. il ne faut pas se foutre de leur gueule. Donc, il faut leur mettre des belles infrastructures, il faut leur mettre une belle maison avec des belles cuisines, des choses bien entretenues, bien équipées. Et on peut aller chercher aussi du plus haut rendement. Exact. Malheureusement, et j'en disconviens pas, au détriment du pur Montois habitant, travailleur à Mons, qui rate malheureusement sa chance de pouvoir louer une belle maison pour un loyer correct. Le propriétaire, il va penser à ses profits et il va aller cibler, forcément, il va plus préférer louer à un Chépien, même si les Chépiens ont cette réputation d'abîmer les maisons. Personnellement, Non, moi, j'ai c'est pas- une légende pour Ouais, moi. c'est une légende, ouais. mais moi, j'ai pas, je touche du bois, j'ai que des très bons locataires, mais encore une fois, voilà, il faut les choisir, ces locataires. Bien sûr. Et c'est aussi ça, le fait d'être bien entouré, c'est de pouvoir Exact. avoir un agent qui a l'expérience, qui va se dire, OK, lui, il répond à certaines cases, il est bon, on peut lui faire confiance. Exact. Tu vois. Donc, on a parlé de l'immobilier locatif, on a parlé de rendement. Au niveau terrain, promotion immobilière, est-ce qu'il existe encore beaucoup de terrains constructibles à Mons? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Il y Le en marché de a la promotion encore. immobilière. Oui, pour en avoir encore ici plusieurs. Il y en a encore. Maintenant, bon voilà, les projets sont très encadrés, donc on ne peut pas se permettre de construire n'importe quoi dans la région de Mons. C'est vraiment très très suivi, les projets sont très suivis. Donc on a une flopée à un moment donné d'appartements, forcément, parce que au mètre carré, c'est ce qui est le plus intéressant pour un promoteur. Hein. Construire 2 maisons ou sans appartement en hauteur, je veux dire, le calcul il est vite fait. donc on a ça, mais à contrario, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, avoir une maison dans Mons, ça vaut de l'or. Et ça continuera à en valoir encore plus dans le futur parce que c'est comme un peu les grandes villes, Bruxelles. Un appartement, certes, on peut en avoir déjà à un certain prix, mais une maison, c'est limite impensable pour le commun des mortels. C'est tellement cher et que les Bruxellois viennent jusqu'à Mons pour acheter et eux aussi font que le prix augmente. Parce que eux, sur Bruxelles, c'est impensable, mais sur Mons, oui. Et moi, j'ai un client qui m'a déjà fait cette réflexion. Il m'a dit, tu sais, Mousse, de où j'habite à mon boulot à Bruxelles, donc j'habite à Bruxelles, il me faut 1 heure pour traverser Bruxelles. Et j'habite dans un appartement, enfin, il loue son appartement et je ne pourrais jamais acheter à Bruxelles. Et il m'a dit, par contre, voilà, maintenant on a acheté à Mons, je suis de l'autre côté, il me faut 50 minutes pour aller à Bruxelles et je vis dans une maison et dans un cadre de vie que j'aurais jamais pu offrir à ma famille. Ok, c'est fou hein, ça. C'est fou, hein. Ouais. C'est fou. Hein. Et donc, on a aussi ces clients-là qui, eux, viennent avec des prix bruxellois et qui achètent à Mons. Donc, quand, je veux dire, j'ai des fois, j'ai déjà eu un client qui m'a mis une surenchère de 50 000 sur un bien. Direct, quoi. Directement. Parce qu'un Montois, c'est pas Et possible. j'ai les précédentes personnes qui étaient des Montois qui m'ont dit monsieur, comment ça Enfin, c'est qui pourquoi Et le gars-là, pour lui, c'était normal, quoi. C'est ça. C'était pas affolant, quoi. Lui, pour lui, le bien, il valait bien plus que ça. Il a mis pour lui ce que ça valait. Là où ici, dans la région, ils auraient peut-être mis par tranche de 5 ou 10 000 euros, grand max, quoi. Et donc voilà. Et pour en revenir donc aux promotions immobilières, voilà. Donc aujourd'hui, on a pas mal d'appartements sur le marché. Ça se vend parce que la population augmente et il y a de plus en plus de personnes, je veux dire, dans la région. Après, maintenant, le secteur du neuf est un peu plus impacté que l'existant. Pourquoi ? Que l'existant dit occasion. Mais tout simplement, les coûts d'acquisition. Forcément, les promoteurs, aujourd'hui, quand eux construisent, ils savent combien ça leur coûte. Mais vu le marché actuel, leur point d'interrogation, c'est se dire combien on peut vendre. Et c'est ça. Et voilà pourquoi il y a énormément de promoteurs Sur le aujourd'hui. neuf, tu as la TVA aussi. Ouais, et on a plein de freins. Bon, maintenant, après, il y a aussi, je veux dire,
des démolitions, reconstructions. Là, on passe sur des TVA à 6% exceptionnellement. Enfin, voilà, il y a des aides qui sont faites. Il y a des promoteurs qui offrent la TVA. Enfin, indirectement, ils offrent la TVA et autres. Mais le neuf, aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est le coût des matériaux, etc. Tout ça a fait une envolée folle au niveau des prix du neuf. Et ça devient de moins en moins accessible pour des personnes. Le commun des mortels, quoi. Ouais, qui travaillent toutes les deux. Donc, et beaucoup de personnes essayent de privilégier le fait de pouvoir faire l'acquisition d'un bien dit d'occasion pour peut-être avoir des droits d'enregistrement plus faibles, etc. Donc, en tant que primo-acquéreur, ce serait dommage de passer à côté de ça. Et de se taper directement du 12,5 ou du 21. C'est ça. Ouais. Au niveau de l'immobilier commercial, du coup, à Mons, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Le commercial, il a souffert. Le commercial avait souffert. Il avait bien souffert. On peut voir un peu par rapport à notre piétonnier, la rue des Capucins, petite guirlande. Là où c'était il y a 10 ans, c'était magnifique. 10-15 ans, c'était magnifique. Enfin, même plus, 20 ans, je vais dire même, c'était ouf. Là, forcément, ça en a pris un coup. Le Covid n'a pas aidé du tout. Du tout. Et donc ici, voilà, ça reprend, ça commence à bien reprendre, ça reprend, mais on a toujours, je veux dire, une petite faiblesse au niveau du commercial. Ça, on le sent dans le centre. Et c'est quoi les quartiers ou les rues, ou même les demi-rues, où il est bon d'investir sur du commercial? Est-ce qu'il y a des endroits à éviter et des endroits privilégiés? C'est quoi aujourd'hui, elle est où la trend commerciale à Mons? La trend commerciale, pour moi, elle se situe vraiment sur les axes par rapport à la Grand Place. Après, tout dépend aussi. La rue des Fripiers, c'est des belles petites rues à pavés qui ont une belle connotation. Il y a également la rue de la Coupe qui prend énormément. Si on a un beau petit concept de restauration, etc., ou belles petites boutiques, etc., je pense que c'est les rues qui sont tendance. Rue de la Coupe, rue des Fripiers. Rue des Fripiers, pour moi, c'est vraiment pour moi. En fait, j'ai l'impression que chaque rue a sa spécialité. Ouais. Tu prends la rue de Nimi, qui est pour moi une des très belles rues. Alors je dis ça parce que j'ai toujours, j'ai toujours on est dans la rue de Nimi ici où on tourne cette vidéo. Moi, j'ai toujours eu mes business dans la rue de Nimi. Pour moi, la rue de Nimi, elle est très bureau. Ouais, c'est vrai, c'est très administratif, c'est vrai. Voilà. Puis tu as la rue de la Coupe, c'est que des restaurants. On a l'Envers, on a le Vis-à-vis, on a maintenant Ringo Pasta qui est ouvert en bas. On a pas mal de petits restos sympas qui sont dans la boule bleue, etc. Voilà. J'en oublie certains, désolé si mais tous les restaurants sont très qualitatifs dans la rue de la Coupe. Exact. Il y a l'Osmose, il y a tout ça. Puis on a la rue d'Avray. Elle est plutôt, j'ai l'impression, commerce. Coiffeur, esthétique, c'est vrai, tu sais, j'ai l'impression orienté, esthétique, c'est vrai. Tu vois, beaucoup de coiffeurs, beaucoup de... Il y a les filles en ville, j'ai cette vision, cette vue-là comme ça, tu vois. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la rue des Fripiers? Après, tu as le piétonnier qui est beaucoup plus du magasin. Enseigne. Voilà, de grosses enseignes. Voilà, puis tu as la rue des Capucins. Bon, là, on va éviter dans… Mais attention, là où la ville, elle a investi énormément de moyens dans la rue des Capucins pour redorer un petit peu le blason de cette rue, qui, je pense, a beaucoup d'avenir devant elle. Donc, on a le bureau de police. Il y a la gare, forcément, on démarre de la gare. Au mot de la rue des Capucins, on a le bureau de police avec les nouvelles patrouilles, tout ce qu'ils se remettent. Et puis, je pense qu'ils sont en train vraiment de redorer. Il y a du boulot, mais je pense que c'est pas mal. Et j'ai un appartement là dans cette rue des Capucins que tu m'as vendu toi d'ailleurs à l'époque, un studio qui est loué en courte durée, qui fonctionne bien et les gens adorent. Parce que finalement, ils sont en bas du piétonnier. Ah ouais, à pied, on fait tout. À pied, tu peux aller voir la cathédrale Saint-Vaudrey qui est pas loin. Tu peux remonter le piétonnier. Tu peux aller un petit peu partout. Donc, c'est assez bien mis. Donc, je pense que c'est aussi une belle rue pour investir. Où justement, on a des prix qui sont intéressants dans la rue des Capucins. Et je pense qu'il y a de l'avenir parce que la ville investit plusieurs millions d'euros dans cette rue. Et donc, ça, c'est intéressant. Et puis, voilà, c'est un peu marrant de voir ces petits quartiers. Et puis, il y a aussi une très, très belle place qui est la place du Hype. La place du Bravo, où c'est un mini Montmartre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Où je pense qu'il y a encore beaucoup à développer. Avec le carré des arts et tout, ouais, c'est vraiment… Il y a beaucoup à développer là, j'ai l'impression que ça manque encore. Tu vois, il faudrait pour moi un peu plus de logements atypiques là-dedans. Donc voilà, moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter, que j'ai oublié de citer, quelque chose qui te tient particulièrement à cœur au niveau de l'IMO, que ce soit ou sur ton parcours privé en tant qu'invest,
ou que ce soit sur ta casquette d'agent IMO, que ce soit sur ta casquette d'expert IMO. Enfin, est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter? Bah écoute, non, je pense qu'on a vraiment, bien développé un peu tout, mon parcours, ce que j'aime faire. Et voilà, je veux dire également, le développement de la ville et de l'immobilier, en tout cas dans les années à venir. Donc non, je pense qu'on a vraiment... Il y a quand même une dernière question que j'aime poser. Yes. D'ailleurs, avant ça, n'oubliez pas... regardez jusqu'au bout parce que là la pépite elle va arriver, mais n'oubliez surtout pas de mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez ce podcast, c'est important pour nous. N'oubliez pas de mettre des commentaires, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Mettez en commentaire les thèmes ou les sujets que vous souhaitez que j'aborde dans l'immobilier, que ce soit à Mons, que ce soit en Belgique, que ce soit peu importe où, même à l'étranger. S'il y a des pays, l'Espagne, Dubaï, l'Italie, le Portugal, s'il y a des pays qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'irai pour vous spécialement chercher des experts pour témoigner ici devant la caméra. Mousse, avant de clôturer ce podcast, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil puissant, non pas le conseil facile de s'entourer de personnes dont c'est le métier, mais qu'est-ce que tu peux vraiment dire à la personne qui regarde ce podcast et qui a envie d'investir, qu'elle soit déjà primo-investisseur ou qu'elle soit déjà bien en place dans l'investissement? S'il y avait vraiment une chose à dire, ça serait laquelle? Foncez, foncez. Si vous savez ce que vous voulez, foncez. Le risque, il fait partie du jeu, mais foncez. Parce qu'il n'y a qu'en faisant rien qu'on n'a rien, tout simplement. Tu conclus comme ça? Ouais. Mousse, merci à toi pour ta présence. J'espère en tout cas que ça plaira à l'audience. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ce moment-là avec toi. Et puis, vous, derrière la caméra, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du podcast Imo Passion. Boum!